Ma culture, c'est la culture de s'inspirer de la réussite, de voir comment c'est possible et de pas avoir le côté jaloux qu'on peut avoir parfois et dans notre pays qu'on connaît bien. Envieux et jalousie. Moi, quand il y a un truc super, je dis putain, c'est génial. Comment faut que je fasse pour avoir pareil? Ça, c'est très nord-américain. Tu m'inspires, comment t'as fait? Voilà. Il faut toujours se donner les moyens de ses ambitions. Richard Orlinski, l'artiste contemporain français le plus vendu au monde. Ses œuvres spectaculaires, pop et colorées ont cassé les codes de l'art. Aujourd'hui, je remercie mon père parce que en fait, dans cette violence et cette non-assistance et j'ai compris très vite qu'il fallait que je compte que sur moi-même. Cet abandon total, m'a donné l'envie, struggle for life, qu'il fallait donc se débrouiller tout seul. Donc je comptais sur personne. Donc très vite, j'ai compté sur personne. J'ai appris très tôt qu'un échec, t'en es responsable finalement. Pas très soutenu à l'extérieur? Non. Un peu envers et contre tous parce que j'avais une bonne situation, donc qu'est-ce que tu vas arrêter ce que tu fais déjà, te lancer dans un truc nouveau, ça peut ne pas marcher, c'est quoi ce risque, etc. Même si ta sculpture plaît. Faut faire rêver? Ouais, je pense qu'il faut faire rêver un petit peu, faut se rendre indispensable. Oui. Faut se rendre indispensable, faut se rendre unique. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ce qui m'intéresse, c'est quand les gens peuvent s'approprier une œuvre et qu'elles puissent ressentir une émotion. Toi, t'es sincère, t'es cash. Si c'est pas sincère, ça marche pas. Si vous en parlez tellement, c'est que c'est de l'art, c'est ça existe, sinon vous en parlerez pas. Parce que ça vous dérange. Sinon ça vous dérangerait pas. Si ça vous dérange, donc c'est que c'est de l'art. C'est disruptif, c'est que... C'est qu'il y a une émotion. Absolument. La haine, c'est une émotion. En fait, ce qu'on recherche tous, je pense, c'est la liberté, la possibilité de faire ce qu'on a envie. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Salut, c'est Richard Orlinski et aujourd'hui nous sommes avec Franck Nicolas. Salut Richard. Salut. Merci de nous recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Tu es l'artiste français et contemporain numéro 1 depuis le 2015, le plus vendu au monde. Et j'aimerais comprendre comment justement l'histoire a commencé pour toi. On voit toujours un artiste souvent un peu flyé, pas du tout chef d'entreprise, qui a eu une enfance pas trop mal, pas trop de travail, et c'est tombé comme ça. T'es issu d'une enfance, tu dis cabossée et chaotique dans un foyer pas facile. Comment ça a commencé pour toi l'histoire en famille? Parents qui a divorcé à l'âge de 12-13 ans. Relation très conflictuelle avec mon père, évidemment. Donc après, élevé avec ma mère. Un peu livré à lui-même. Je sais pas, après rêveur. Très doué pour la première partie de la scolarité jusqu'au CM2. Avec un côté de compétition et genre toujours être premier. J'étais pas content. Dans le sport notamment ou dans tout. Dans voilà, tout. parce que je faisais du football, de la course. À l'époque, j'étais champion de France de vitesse, de 100 longueurs. Chirac, je crois pas qu'il m'a même remis la médaille, le truc, je sais plus où c'était exactement. Et puis après, à l'âge quand on commence à rentrer en 6e, ça commence un peu à se barrer en couille. Et du coup, après c'est les sorties, les filles, le machin, enfin bon, un truc un peu, et puis plus rien, pas foutre grand chose à l'école. J'ai eu mon bac facilement parce que j'avais un peu tous les acquis justement de cette petite enfance, et donc j'avais surfé en faisant le moins possible. Que faisaient tes parents? Ma mère est prof de yoga. Et mon père, il faisait beaucoup d'audits. Donc plutôt financier, conseiller. La maman plutôt artiste? Prof de yoga zen, voilà. Ouais, un petit. Mon père, je l'ai quitté très tôt. On a eu des rapports effectivement assez conflictuels et je l'ai plus vu du tout à un moment de ma vie puisque, étant très turbulent, je me suis fait renvoyer cause disciplinaire du lycée Pasteur à Neuilly. Et je lui ai demandé, je dis, je suis embêté parce que je peux plus reprendre une scolarité, aller dans un établissement public, puisque quand t'es viré pour cause de discipline, on te prend nulle part. Donc il fallait dans le privé. Il m'a dit, t'as qu'à aller travailler. Et depuis ce jour-là, après, je l'ai plus revu. Pendant des années, je l'ai revu après, mais donc j'ai une rupture quand même très. Et donc j'ai pas tellement appris. Non, j'ai pas été fan, enfin, de mon père. Ma mère, c'était autre chose. Bon, c'était un truc plus zen, mais c'était pas dans le. T'étais plus proche de maman en tout cas. Oui. Ma grand-mère, ma mère. Ta grand-mère aussi. Ouais, qui était elle par contre, une femme d'affaires qui a monté tout de A à Z, qui avait des gros. Elle était entrepreneur? Ouais, qui a monté pas mal, qui avait des magasins, qui est dans l'immobilier, qui avait été parti de rien, et qui avait fait quelque chose de pas mal. Qui avait plus. Je me retrouvais plus d'ailleurs dans ma grand-mère. Ça, c'est une enfance qui te donne la niaque. Avec du recul maintenant, tu dis finalement ce côté battant ou turbulent. Turbulent, c'est plus par mes fréquentations. Tu sais, j'étais à Neuilly, Pasteur, avec des gens qui étaient tous les uns plus riches que les autres. Moi, j'avais rien, donc c'était compliqué. J'avais rien parce que quand mon père est parti, en fait. On a laissé un petit peu comme ça. Après, c'est ma grand-mère qui a pris le relais jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, je remercie mon père parce que, en fait, dans cette violence et cette non-assistance et j'ai compris très vite qu'il fallait que je compte que sur moi-même. Qu'il fallait struggle for life, qu'il fallait donc se débrouiller tout seul. Donc, je comptais sur personne. Donc, très vite, j'ai compté sur personne. Aujourd'hui, les enfants, ils comptent beaucoup sur les parents ou des gens comptent sur d'autres, etc. Moi, j'ai un truc que j'ai compris. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Je dis, c'est très important de compter sur soi-même. On peut se faire aider. Et aussi de pas remettre la faute sur les autres parce que les échecs, d'assumer les échecs. Et ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai appris très tôt qu'un échec, t'en es responsable finalement. Et tous les gens disent, regarde ce qui m'arrive, c'est à cause de lui que j'ai pas réussi, que j'ai pas gagné, que ça marche pas, que mon travail il est comme ci. Mais en vrai,
Faut ça juste se remettre un petit peu en cause et se remettre en... Et moi, je me remets en cause chaque jour et je me remets en question, en tout cas, chaque jour. Et du coup, ça m'a donné, en fait, dans cette violence, finalement, que j'ai subie et cet abandon total, et ben, m'a donné l'envie. Et je vois mes enfants aujourd'hui, bah, ils ont pas la faim que j'avais. C'est la question que j'allais te poser. Ils sont comment? Dans l'art aussi. Donc, j'en ai 3 qui sont dans la musique, dans le cinéma. Donc, bon, c'est quelque chose de... Mais enfant gâté ou pas? Gâté, oui, parce que j'ai voulu compenser ce que j'ai pas eu moi. Donc quelque part, j'ai fait n'importe quoi. Donc les voyages, oui, mais ça les a pas du tout. C'est pas, ils me demandent jamais rien. Ils sont restés justement avec une grande humilité. Je les amenais partout. J'ai fait des DJ sets avec Guetta il y a quelques années. J'avais le dernier qui dormait dans le canapé jusqu'à 4h du matin. Les gens me disaient j'étais un père horrible avec une éducation pas possible. Mais je les emmenais partout. Mais je les faisais chier aussi les gens parce que je les amenais au resto. Un resto avec des gens, moi je collais toujours mes enfants parce que en fait je me retrouvais bien avec eux. En fait c'était quelque chose c'est un équilibre pour moi. Et aujourd'hui ils ont pris de tout ça, ils ont appris, ils sont fans de personnes parce que et moi je vois tous les copains, on est avec un tel parce que dans mon métier je fréquente beaucoup de célébrités, de gens ultra reconnus et connus. Oui. Et du coup t'as les copains des enfants, mais tu sais pourquoi tu fais pas le truc? Et en fait mes enfants ils s'en foutent quoi. Donc il y a un côté quand même très prise de recul, tout seul, mais qu'ils ont fait tout seul. Moi, j'ai pas voulu inculquer quoi que ce soit. J'ai divorcé moi aussi, donc du coup, j'ai beaucoup. J'ai toujours été très proche d'eux. On est vraiment, voilà, je faisais la mère et le père en même temps. Donc il y a un côté comme ça un peu particulier, et pourtant ça a fonctionné puisqu'aujourd'hui ils sont assez autonomes et très bien élevés, très avec les valeurs de l'argent. On peut faire beaucoup de choses, c'est eux qui refusent même de pas le faire. Oui, ils ont les pieds sur terre en fait. Mais grave. Ouais. Ils se cachent même des tous les passe-droits qu'on pourrait avoir, etc. Ils en ont honte et devant les autres, donc faut pas qu'on les affiche et tout. C'est drôle de pas montrer les éventuels privilèges, etc. Est-ce que c'est un nom difficile à porter pour eux ou pas du tout? Ça l'a été pour l'aîné, je pense, au début. Il y avait une espèce de rivalité, et c'est normal, hein, quelque part, parce que je viens occuper des terrains où il aurait été, je sais pas moi, médecin ou menuisier, peut-être que ça aurait été différent, mais là, pour le coup, étant donné qu'on est dans des univers, en tout cas, on vient comme ça déranger un petit peu des univers qui étaient presque acquis, comme l'aîné, c'est un grand musicien, autodidacte, il joue de piano, guitare, il chante, il a une voix qui lui est tombée du ciel, il n'a pas pris de cours, il a une voix qui lui a été donnée à sa naissance. Parce que les autres chantent aussi, le dernier chante, mais il travaille, enfin, il bosse. En tout cas, on voit dans tes yeux, papa est fier. Oui, fier. Enfin, fier. Pour l'instant, tout est en devenir, mais en tout cas, fier de l'attitude et de ce qu'ils sont. Et de de le retour que j'ai de mes amis. Parce que, justement, le fait de les amener, ils sont côtoyés, justement, à un monde, parfois pas simple, et j'ai des retours qui sont très positifs, et ça revient sans arrêt. Donc, effectivement, je suis fier par rapport à ça. Après, fier, on verra ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Mais en tout cas, fier de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus. Donc finalement, on revient au parcours. Là, tu rentres dans une école de commerce. Tu veux faire quoi à ce moment-là, dans cette école de commerce? T'as quoi en tête? Je veux rien faire, en fait. Je veux juste gagner ma vie. J'ai en réalité eu des idées ou des espoirs de faire une activité artistique juste après le bac. J'ai fait des castings, j'ai fait dans plein de domaines. J'ai vu que c'était compliqué, et comme moi j'ai besoin de sous, parce que j'en avais pas, il fallait que je bouffe. Donc déjà pendant mes études, j'avais un travail en parallèle. Je faisais coursier. Et l'école de commerce, c'est cher? J'étais à la fac avant. C'était gratuit. Et j'avais une bourse. D'accord, ok. Voilà. Et je travaillais en même temps. Donc j'étais payé parce que je faisais la moitié du temps, je faisais coursier. Okay. J'étais à la fac, donc j'étais en gestion, à Tolbiac, Sorbonne après. Donc voilà. Gestion, donc encore chiffre, hein? En fait, moi je savais pas trop quoi faire. En réalité, ça me plaisait pas, tous ces trucs-là. Mais t'étais pas en littérature, par exemple? Non, mais enfin, en littérature, je me disais qu'il n'y a pas d'oseille à gagner, quoi. Donc, du coup, à un moment, tu sais, moi, ce que je voulais, c'est gagner. À cette époque-là, c'était la fin de réussir, de gagner sa vie, de pouvoir subvenir aux besoins. Il y avait vraiment une envie de s'en sortir. C'est en plus, t'as été dans un monde où t'avais franchement, des nantis, parce que j'ai vécu avec des gens qui étaient vraiment très, très, très riches. La Nuit sur Scène, c'était quand même à l'époque encore maintenant, mais c'était quand même, c'était un symbole avec des gens. Et donc, moi, en 6e, c'est mon pote qui me payait le McDo avec la place de cinéma, tu vois. Aujourd'hui, ça paraît incroyable parce qu'on a changé. L'économie n'est pas la même. Aujourd'hui, allez, je pense que tout le monde peut se payer un McDo. On va dire presque tout le monde. En tout cas, à l'époque, c'était différent. L'argent, ça n'avait pas la même valeur. Bon, il y avait on a beaucoup changé. Les jouets, typiquement, les jouets coûtaient très cher. Il n'y avait pas encore tout à fait les jouets chinois. Les trucs télécommandés, ça coûtait. Pas tout le monde avait un jouet télécommandé. Nous, on avait les jouets avec le truc télécommandé, mais c'était avec le fil, quoi. Tu cours après, quoi. Est-ce que tu pourrais dire finalement que le fait d'avoir côtoyé comme ça dans ton enfance un milieu où il y avait beaucoup de gens riches, ça t'a servi plus tard? Bien sûr. Pour les côtoyer ensuite. Tout te sert, de toute façon. Moi, ma culture, c'est la culture, effectivement, de s'inspirer de la réussite, de voir comment c'est possible et de pas avoir le côté jaloux qu'on peut avoir parfois, et dans notre pays qu'on connaît bien. Envieux et jalousie. Moi, quand il y a un truc super, je dis, putain, c'est génial. C'est génial. Comment faut que je fasse pour avoir pareil? C'est ça, alors que d'autres vont dire, ah, regarde l'enfoiré, il a des trucs. Ça, c'est très nord-américain. Ouais. Tu m'inspires, comment t'as fait? Voilà. Ici, c'est, je suis jaloux. Ouais.
Et voleur. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, c'était plus ça qui m'a... Et ça m'a motivé. Et encore aujourd'hui, quand je vois des success stories, machin, je dis, putain, c'est fort ça. Ah ouais, d'un cool. Eh ben, comment on préfère pareil, ça m'arrive de voir des trucs, d'appeler mon équipe ici, de dire regarde celui-là comment il a fait. Il n'y a pas un truc qu'on pourrait. Donc moi, je m'inspire beaucoup aussi du parcours des autres, bien évidemment. Il y a une éponge. Ouais, j'apprends. Ouais. Et puis des tendances, je suis très connecté en vrai. Puis là, on bondit, on arrive en 2004, le fameux crocodile à la résine, en résine rouge. Comment vient l'idée et comment tout commence dans ce domaine? Je faisais de la sculpture quand j'avais 4 ans déjà à la maternelle. J'étais un petit peu faillot. J'offrais à mes maîtresses, directrices des éléphants, donc en terre glace qu'on faisait cuire ensuite. Et j'étais la célébrité quand j'étais petit de l'école parce que je faisais ces éléphants, etc. J'avais même fait une émission de télévision avec. C'est quoi, c'est de la poterie? La poterie, ouais, de la poterie, tout simplement. Ouais. Bah, tu sais, tu sculptes, tu fais la poterie, etc. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. J'ai arrêté. Tu n'avais pas appris à le faire, tu l'as ressenti comme ça. Oui, et puis à l'école, t'en fais. Enfin, tous les enfants, on fait tous de la pâte à modeler. Bah, voilà. Donc, et j'ai continué ça jusqu'à l'âge de aller peut-être 9-10 ans. Après, c'était pas très glam. Hein. Après, faire ça, quand tu voulais être un peu dans le coup, c'était un peu comme faire du macramé ou du tricot, quoi, tu vois. Donc, c'était pas tout à fait dans l'esprit t'étais pas bankable après. Donc, après, on a changé, on a fait de la musique, on avait les motos, enfin, on a été des trucs plus rock. Quand tu dis on, c'est toi? Bah, même à l'époque, tu vois, s'il y avait d'autres camarades qui pouvaient faire ça, c'était pas trop un truc c'était pas le truc le plus branché qui soit, quoi. Ouais, donc, voilà. Moto. Ouais, moto, musique, bon, tout, voilà. Ouais, donc tu baignes un petit peu et donc finalement tu dis, bah, tout ça, Franck, c'est... Je l'ai continué, mais comme un hobby. Donc j'ai fait quelque chose, j'ai continué, je me suis intéressé à pas mal d'artistes, au pop art et tout ça. Bon, je pouvais pas acheter, mais je pouvais acheter des repros ou des choses comme ça. Mais du coup, ma mère m'a beaucoup traîné dans les musées aussi. J'ai toujours plus ou moins fait des choses. Après, je les ai jamais montrées. En fait, il y a un moment où je me suis dit, j'ai fait plein de choses, j'ai monté plein de business, etc. Je me suis dit, à un moment, j'ai envie de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, de faire des choses utiles. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec plus ou moins de fortune. Ça a plus ou moins pas trop mal marché. J'étais un grand créateur d'entreprise. J'ai monté des business, je les ai revendus, mais je me retrouvais pas. J'ai l'impression que je dépensais 10% de mes capacités. Et donc, j'avais envie de pouvoir dépenser les 90 autres %. Et c'est pour ça que j'ai tout changé. Après, ça aurait pu ne pas marcher. Donc j'ai tout plaqué et puis je me suis lancé dans autre chose. Et des entreprises avant 2004 ou après 2004? Non, avant. Avant? Ouais. Dans quel domaine? Tout et n'importe quoi, dans la téléphonie, dans l'immobilier, dans le design. Enfin, en tout cas, j'essaie d'apporter quelque chose un petit peu différent et de nouveau, un peu à l'américaine, effectivement. Ouais. Et là, tu cherchais quoi? Toujours l'argent à t'en sortir ou c'était un vrai élan, une vraie volonté d'être libre, de faire ce que tu voulais? Ouais, liberté, en fait, ce qu'on recherche tous, enfin, je pense, c'est la liberté, la possibilité de faire ce qu'on a envie. Et donc, du coup, j'étais pas très heureux dans ce costume, parce que j'avais, on peut dire, entre guillemets, bien réussi dans ce que j'avais monté. Mais j'étais pas très heureux moi-même. J'avais une vie qui me plaisait pas, quoi. J'étais triste même. Là, on parle de quelle époque, là, avant quel âge? Toute cette époque, avant 2004, quoi. Je m'ennuyais, en fait. J'avais un côté, genre, tu sais, comme si tu as plein de choses et ça reste comme ça, ça reste bloqué, ça reste en l'état. Enfin, il y a un côté. C'était pas toi. Ouais. Non. Le fameux crocodile en 2004. Alors finalement, on y arrive comment? Bah, j'avais déjà fait plein d'autres choses avant, mais dont j'étais pas particulièrement fier. Puis j'ai fait ce crocodile qui a commencé en 2004, mais je l'ai montré qu'en 2006 en réalité. Donc j'ai bossé 2 ans sur le projet, un peu envers et contre tous, parce que j'avais une bonne situation. Donc qu'est-ce que tu vas arrêter ce que tu fais déjà, te lancer dans un truc nouveau, ça peut ne pas marcher, c'est quoi ce risque, etc. J'étais soutenu par mes enfants dans ce projet. Mais pas très soutenu à l'extérieur? Non. Même genre regarder, genre limite moquer, quoi. Et le crocodile est intéressant parce que c'est un animal qui est préhistorique, qui est même antérieur aux dinosaures et qui est un des rares animaux à avoir une origine de plus de 300 millions d'années et qui a survécu à tous les cataclysmes parce qu'il a un métabolisme avec son cœur, il peut se mettre presque en état de mort clinique, ne pas respirer, ne pas manger pendant des mois et des mois. Il est témoin d'une histoire de la Terre qui est juste incroyable, donc ça m'a beaucoup passionné. Et puis après, j'ai voulu faire à ma sauce, transformer un petit peu les proportions. T'es un artiste, t'es un fonceur, t'as un bon ego, tu lâches pas, t'es un travailleur acharné, mais t'es sensible aussi. Donc comment tu affrontes ça? Bah, tu prends, tu sais, moi j'ai eu l'habitude de prendre des coups, j'ai continué. Tu sais, tu prends des coups, j'en continue à en prendre maintenant. Moi, ça m'amuse plutôt qu'autre chose aujourd'hui. Mais t'en prends régulièrement. Bah, le succès, de toute façon, on en parlait tout à l'heure du modèle français. Donc quand t'es un peu successful, bah forcément tu prends des coups parce que on veut pas qu'il arrive. Alors c'est vrai que j'ai dû être moins équipé, on va dire à l'époque, mais j'ai eu aussi quand j'ai voulu rentrer dans le monde de l'art, parce que moi je me disais bon bah on fait quelque chose, ça plaît, tu y vas, tu présentes et puis voilà c'est bien, t'as une galerie, elle va s'occuper de toi et tout va bien. Et en réalité, moi la première galeriste que j'ai rencontrée, je suis arrivé avec cette sculpture et il m'a dit ah putain c'est génial et tout, on pourrait faire un truc et tout super, mais bon comme t'es pas connu, moi j'ai un plan, on va le faire signer par un artiste connu et on va gagner beaucoup de sous. Puis ça m'a fait réfléchir. Je dis, ah bon, bah, j'avais pas besoin. À l'époque, j'avais
quand même, voilà. Et j'ai réfléchi, mais c'était ce qu'il proposait était intéressant, mais je trouve ça très particulier comme démarche. Et du coup, j'ai compris que c'est très compliqué finalement d'y arriver, donc j'ai pris le chemin de traverse, la voie 9 3/4 comme Harry Potter. Et du coup, j'ai décidé là où je voulais être. J'ai essayé de susciter un engouement autour de ce que je faisais. Après, ça, c'était le backup un peu commercial et dans ce que j'avais appris effectivement dans mes années. Ouais, c'est ça la question que je voulais te poser. C'est parce que c'est une question de vente et de marketing. Mais là, tu avais déjà une expérience de terrain. Ouais, tu le sentais. Complètement. Et puis après, il y a un feeling. C'est comme avec les relations humaines. Bah, si tu veux sortir avec une fille, par exemple, voilà, tu vas pas. Il faut savoir aussi se faire désirer c'est pareil dans le business, c'est pareil dans l'art aussi. Même si ta sculpture plaît. Faut faire rêver? Ouais, je pense qu'il faut faire rêver un petit peu. Faut se rendre indispensable. Ouais. Faut se rendre indispensable, faut se rendre unique, c'est une relation. Aujourd'hui, j'ai eu un truc qui s'appelle un truc américain, ça s'appelle la love branding. Enfin, il y a un côté aujourd'hui les marques qui ont réussi. Il y a une analyse qui a été faite sur les marques qui ont réussi et il t'explique qu'en réalité, c'est quand tu arrives à créer une relation amoureuse avec le client. Ça va au-delà d'une relation d'aimer et que les marques aujourd'hui qui ont réussi ont beaucoup utilisé ce love brand. Je sais pas exactement le nom. Rabin Fine. Il faut essayer d'avoir des fans aussi autour de soi exactement. Qui vont vendre la marque à ta place. Et il t'explique que c'est un peu une relation comme une relation amoureuse. Et moi, sans le savoir, j'ai essayé de créer ça déjà à l'époque. Absolument. Mais il y avait une sincérité. Les gens, si c'est pas sincère, ça marche pas. Donc il faut qu'il y ait cette sincérité. C'est bien beau de suivre un protocole. Mais toi, t'es sincère, t'es cash. Moi, je suis cash des choses. Ça, c'est pas un problème que t'avais. Non, pas du tout. Mais si j'ai bien compris, Richard, t'as commencé par séduire des galeries, finalement, c'est ça la porte d'entrée? Oui, en fait, il fallait bien trouver une galerie. Donc j'avais une maison de vente, une galerie, et comment j'ai fait? Simple. J'ai pas été moi directement, donc j'ai envoyé quelqu'un. Je me suis attaché serge de quelqu'un qui a été expliqué à la galerie que si elle faisait pas cette opération avec moi, elle allait perdre quelque chose et qu'on allait le faire avec quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. En gros, il a fallu se rendre un petit peu désirable parce que quand t'arrives que t'es rien, il faut bien dire faut expliquer, il faut faire une espèce de non-vente, on va dire. Tu sais, voilà. C'est très intéressant. Il vaut mieux être proposé par quelqu'un que se proposer soi-même. C'est très dur à se vendre soi-même. Ouais, c'est presque impossible. J'en parlais à midi. J'avais un déjeuner pour un développement de licence sur la marque Orlinski avec des très gros investisseurs, des très gros développeurs de licence. Et ce qu'on disait, justement, c'est ça. La clé aussi, elle est là, c'est que la personne avec qui j'étais, qui est quelqu'un qui a une réussite incroyable dans ce domaine, il disait que on est incapable de se vendre soi-même. C'est tellement, donne-moi n'importe quoi, je te vends, et vice versa. Donc, et même encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut pas se vendre, en fait. Il faut que les autres vous vendent. Se faire acheter. Exactement. Se faire acheter. L'art et le sens, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ce qui me plaît, c'est la diversité, c'est la liberté que j'ai aujourd'hui. Chaque jour est différent. Moi, je pourrais pas créer des sculptures, les mettre en galerie et attendre que ça se passe. Donc aujourd'hui, on est impliqué dans la musique, le stand-up. DJ depuis pas mal de temps. DJ, ouais, bien sûr. Ouais. Et là, on a un gros son qui sort justement. On se demande ce que tu fais pas, toi. Je sais pas, mais... Peut-être pas du tennis. Si. J'adore le tennis. J'ai pas trouvé le tennis et le football. Ouais. Donc donc du coup le fait d'avoir cet univers, d'avoir pu créer cet univers à 360 et d'être crédible en tout cas, parce qu'il faut être crédible, parce que c'est bien beau de faire de la musique, mais si t'es pas crédible, ça marche pas. Et donc du coup d'être crédible dans ces domaines-là, ça permet d'avoir des expériences chaque jour nouvelles. Aujourd'hui, on se voit aujourd'hui, voilà. Et après j'ai encore d'autres choses. Et puis dans des univers tellement différents. Ça peut être dans la musique, dans le sport. Je suis dans le caritatif, dans la protection des animaux. Enfin, et chaque sujet à chaque fois est différent. Donc il y a pas un truc redondant, c'est pas de routine. Moi chaque jour c'est différent. Je sais même pas où je vais. J'imagine que vous êtes comme moi et que vous kiffez à 110% sur ce témoignage inspirant de Richard. Richard, vous l'avez compris, c'est pas juste un artiste. Même si le Gotha parisien ne le reconnaît pas comme tel d'ailleurs, c'est surtout un entrepreneur qui a su aussi aller au-delà et combattre le rejet et le regard des autres. Et d'ailleurs, il y a un effet qu'on appelle l'effet spotlight qui nous explique qu'on a le sentiment d'être visé à tort et qu'on est toujours critiqué. À la machine à café, c'est sûr, on parle de moi. Dans la presse, on ne parle que de moi. On ne parle que de moi. Et à tort, souvent. L'effet spotlight, Richard, lui, il s'en est affranchi. D'ailleurs, il y a un autre effet en psychologie sociale qui s'appelle l'effet de transparence. C'est-à-dire que lorsqu'on se met de l'avant, comme la plupart des entrepreneurs, et c'est le cas évidemment de Richard, eh bien, on a le sentiment que les gens connaissent tout de nous et surtout nos défauts. On retrouve cette illusion de transparence, notamment lorsque on passe dans les médias, lorsqu'on est devant la télévision ou qu'on parle en public. On prend la parole en public et on a le sentiment que tout le monde connaît notre passé, nos difficultés. Et là, lui, Richard, a su transcender cela. Alors, intuitivement ou consciemment, on n'en sait rien. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'effet de transparence, c'est une illusion
Prenez la parole en public, vendez votre produit, votre service, allez de l'avant. Et ce que je reconnais notamment parmi les 1000 qualités de cet entrepreneur et de cet artiste, c'est cette capacité aussi à avoir su s'affranchir du regard des autres et de suivre sa passion, son cœur et ses rêves. En fait, Orlinski, c'est des gens, c'est des personnes, c'est plusieurs cerveaux dans la création, dans le développement, dans tout, en fait. Je suis jamais tout seul. À l'opposé, à l'antithèse de l'artiste maudit dans son coin, reclus, avec les ongles longs et la grande barbe, qu'il faut absolument soit pauvre pour être reconnu. Moi, je suis le contraire. Mais je suis pas reconnu par l'intelligentsia bien pensante parisienne. On te fout, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème. Est-ce que tu te poses des limites dans ton art? Alors, je n'ai pas de limite. La seule limite que j'ai, puisque je suis papa et j'ai des enfants, c'est vrai que je vais pas être dans le trash, dans les trucs trash sexuel ou le sang, la violence, etc. Mais c'est pas que ça me dérange particulièrement. Je peux parfois apprécier, mais je me dis que ce que je crée ou ce qu'on crée, puisque je parle d'équipe, j'aime que ça puisse être exposé à la vue de tous. Donc ça veut dire un enfant de 2 ans, et pourtant c'est pas lisse, mais voilà, c'est le sexuel, le gore, le machin. Non, ça c'est pas ton truc. C'est mais pas mon truc. Tu crées des ponts entre différents univers en revanche. Ça, c'est beaucoup de crossover, beaucoup de bridge en plein d'univers. C'est drôle d'ailleurs, parce que parfois je suis dans des endroits, on me dit je vous ai vu au concert, le truc c'est super, je vous ai vu mixer à Rouen ou à Orléans ou là, et après c'est pour le stand-up, je suis venu à votre spectacle. En 2019, t'avais commencé. Jusqu'à là, j'ai arrêté là, oui, j'ai commencé. Écrit par Laurent Baffy. Exactement, avec Lolo. Mode, cinéma. Cinéma, on a un truc intéressant. J'ai un dessin animé qui est un très très gros projet. C'est un film, un long métrage d'animation, donc avec un sujet intéressant. Avec de la pédagogie, et avec aussi certainement un jeu vidéo pour quelque chose d'assez mainstream, très famille, où on va mêler un petit peu effectivement de pédagogie, on va être sur la protection un peu de la nature, avec du sens et du fond. J'aime beaucoup ce qu'il y a du sens, ce qu'il y a du fond, et un truc qui parle un peu à tous. Donc du coup, ça, je suis assez fier de ce projet. Et puis tu parles avec le cœur. Exactement, et c'est un beau projet. Et des projets, j'en ai beaucoup comme ça. Donc j'ai des émissions de télé qui sont en cours, de la production, aussi de l'incubateur où on est des nouveaux talents à éclore, qu'on fait dans la musique par exemple, qu'on essaie de développer aussi, dans l'art aussi. Il y a aussi ce côté aussi transmission qui me plaît beaucoup. Mentorat, ouais. Et puis le côté associatif où je soutiens beaucoup d'associations caritatives, surtout pour les enfants. Une façon de redonner. De redonner, puis oui, de donner alors financièrement, mais de donner aussi de son temps, ce qui est plus compliqué en fait, parce que donner c'est facile. Quand t'as de l'argent, donner c'est facile, mais de t'investir dans le temps c'est beaucoup plus compliqué. Donc d'arriver à passer des demi-journées avec des enfants malades, etc. C'est un truc important et qui est bon pour mon équilibre, parce qu'on donne, mais on reçoit énormément. Vivre c'est donner. Vivre c'est donner, oui. Moi je suis beaucoup plus fort dans le donner que dans le recevoir. Mais c'est un vrai problème parce qu'il faut le guérir. C'est quoi, c'est l'ego? C'est l'ego? Non, je pense que ça vient de l'enfance tout ça. C'est une pudeur? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est dur, moi recevoir c'est difficile. Donner c'est plus simple. 2017, Michel Lafon, pourquoi j'ai cassé les codes? Quels sont les codes que tu as cassés finalement? Les codes de l'art contemporain, parce que je les ai un peu défoncés. Aujourd'hui, je me fais aussi défoncer. C'est drôle d'ailleurs, dès qu'il y a un truc un peu qui sort, tu déchaînes les foudres. Mais c'est drôle parce que comme j'ai une très grosse communauté, que je suis très proche de ma communauté, ce que j'ai des fans, ce que j'ai, c'est que je vais être haï par 3% et aimé par 97%. Alors certes, les 3% sont très puissants et parfois ont la force de 50-60%, parce que des gens qui sont puissants dans ces milieux-là. Mais aujourd'hui, je le vois c'est marrant dans les haters, parce que moi, dans mon compte Insta, j'ai pas d'haters, mais dès qu'on est sur des projets et que c'est pas des choses qui sont pas postées sur mes plateformes à moi, mais sur des plateformes là, ça se lâche. De médias, ça se lâche. Mais j'ai mes fans qui sont là et qui sont là aussi. Et qui défendent, et puis qui attaquent aussi. Donc, quelque part, c'est assez drôle. Ce que j'avais pas au début. Parce qu'au début, je me faisais défoncer, j'avais pas de. Ce qu'on appelle les vrais fans, ils défendent, Bah oui, mais là où je suis content, c'est que c'est intelligent. Parce qu'en gros, quelque part, quand tu dis que tu fais c'est de la merde ou machin, etc., c'est-à-dire que t'insultes tous les gens qui aiment, etc. Donc, tu peux pas. C'est très compliqué. C'est très clivant. Et puis bon, il y a un autre débat, il y a un gros débat effectivement sur l'art, sur tout ça, ce qu'il en est, ce qu'il est pas, ce qu'il est, bon, voilà. Mais c'est drôle d'avoir tous ces haters. Moi, ça m'amuse les commentaires des haters et de voir l'intelligence des gens qui leur répondent. C'est en gros, qui leur disent, en résumé, si je résume toutes les phrases, c'est que si vous en parlez tellement, c'est que c'est de l'art, c'est que ça existe, sinon vous en parlerez pas, parce que ça vous dérange. Sinon, ça vous dérangerait pas. Ça vous dérange, donc c'est que c'est de l'art. C'est disruptif, c'est qu'il y a une émotion. Absolument. La haine, c'est une émotion. Si vous avez de la haine, c'est une émotion, donc c'est de l'art. Et cette réponse, j'ai beaucoup aimé. Elle a été faite par beaucoup de fans, pas dans la violence, t'es qui toi, parce que j'ai eu ça aussi, parce que je travaille avec des street artistes que j'aide aussi, banlieue, eux qui kiffent pas trop quand on dit des trucs mal, et qui sont plutôt d'aller au clash, tu vois, qui vont aller se battre, ou qui vont aller être avec des réponses très violentes, etc. Je trouve ça, c'est gentil, mais bon, je leur explique que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, il faut donner raison aux personnes, et vous avez raison, mais c'est formidable. Enfin, faut prendre l'autodérision et se moquer plutôt qu'être dans la violence et l'affrontement. Mais le pire danger pour un artiste, c'est pas d'être critiqué, c'est d'être dans l'obscurité. Voilà.
Ouais. Donc il faut être visible. Ah ouais. Et plus on réussit, et plus on est rejeté. Exactement. Ouais. C'est ce que me disait, c'était à une époque de ma carrière, je fréquentais beaucoup les Guetta, enfin David et Cathy, et eux, David était beaucoup critiqué, ils me disaient ouais, c'est ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met, il met des disques, etc. et tout, alors qu'il y a tellement de travail derrière, il y a tellement un truc, il y a une magie, le mec, il a redonné de l'oblesse à des rappeurs, le rap c'était mort, il a relancé le rap, c'est un truc de fou. Et donc, c'est lui qui me disait, ou Cathy me disait, mais qu'est-ce qu'on a à foutre aujourd'hui? L'important, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Le jour où on parle plus de toi, c'est qu'il y a un problème. Bon buzz, bad buzz. Ouais. Après, moi, les bad buzz, encore, je suis pas dans le trash, j'ai pas de. Non, voilà. pas d'un Donc, ça peut être des bad buzz. Après, on essaie de tout, on prête tous les défauts, enfin, on me sort des trucs, et d'ailleurs, c'est très personnel, les attaques, c'est marrant, sur mes mœurs, que je tape la coke, moi, j'entends des trucs, j'ai jamais pris de ma vie, jamais pris une drogue de ma vie. Non, mais il y a plein de fantasmes, en tout cas, qui sont alimentés, c'est très drôle, je les écoute, mais les mecs qui me rappellent, ils disent, il paraît que, en fait, non, quoi, mais de tout, sur mes relations, éventuellement, avec des personnages politiques, enfin, tu vois, il y a tout et n'importe quoi. Un grand fantasme. On m'a même dit, ouais, de toute façon, Ranski fait monter il y a des petits-enfants qui montent chez lui, etc. Ouais, c'est mes enfants, en fait. Non, mais j'ai entendu des trucs, j'entends des trucs, si tu veux, qui sont, mais tout ça pour essayer si tu veux, de détruire, de casser, voilà. Et ce qu'on sait, c'est que, malheureusement, dans les siècles dans lesquels on vit avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus facile de détruire que de construire. Les commentaires destructifs sont beaucoup plus puissants que ceux qui sont positifs. L'amour demande un effort. Ouais. La méchanceté, pas du tout, c'est automatique. Beaucoup moins, c'est beaucoup plus facile. Tu cherches à exprimer quoi, finalement, Richard, dans tout ce que tu fais? Je cherche uniquement à susciter une émotion et à ce qu'elle soit libre. Ça veut dire que quand je fais une sculpture, parce qu'on va parler de la sculpture ou de la musique, enfin de la sculpture, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens peuvent s'approprier une œuvre et qu'elles puissent ressentir une émotion. Et ce que j'aime bien, c'est leur laisser cette libre cours. Beaucoup d'artistes disent, il a pensé ça, il a voulu voir ça. Et quand t'as 4 personnes qui regardent une œuvre et qui disent 4 fois les choses différentes, elles me disent, ah, c'est ça. Je dis, oui, c'est ça. Parce que ce que j'aime, c'est souvent la liberté. C'est important de voir qu'est-ce qu'elles en retirent, elles. On s'en fout de ce que moi j'ai voulu dire. L'important, c'est l'émotion, leur émotion, elles, pas la mienne. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est très libre. Quand on apporte le musée aux spectateurs, comme je le fais gratuitement dans les endroits, un petit peu à droite, à gauche, comme ça, pour donner cette participation avec le public, les photos, etc. Parfois, j'aime bien venir écouter ce que disent les gens. Et ils me posent des questions, tu vois. Et donc, mais c'est ça la philosophie Born Wild, finalement, Marc Desposé? Non, Born Wild, c'est un peu une escroquerie, en fait. Non, Born Wild, je vais te dire, moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais très timide et je voulais pas me montrer. Donc, je me suis caché un peu derrière le concept. Le concept est vrai. Le concept, c'était Born Wild, c'était Né Sauvage, c'était l'idée de dire, aujourd'hui, nous, on est des humains, on se sent très supérieurs aux animaux. Sauf que eux, ils obéissent à un cercle vertueux de la vie et nous, on obéit à un cercle vicieux. Eux, ils tuent pour se manger et donc ils tuent pour se nourrir. Donc c'est la loi de la vie, c'est quelque chose qui est très bien fait. Et dans la nuit des temps, ça a toujours fonctionné comme ça. L'homme vient un peu déranger tout ça. Et nous, tu fais une queue de poisson, tu peux sortir le pétard et te flinguer. Je veux dire, on a fait des guerres. C'est pas pour manger, nous. Non, c'est pas pour bouffer. Non. Donc c'est pas vital. Et donc je disais dans ce concept Born Wild on aurait beaucoup de choses à apprendre de ces créatures idiotes, etc. Et finalement, ils sont pas assez idiots parce que eux, depuis la nuit des temps, ils obéissent à un cercle vertueux et nous, on n'obéit pas. On devrait se rapprocher de cette vertu plutôt que de s'en éloigner, ce qu'on fait malheureusement quand tu vois les guerres qu'il y a aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe. C'était ça le concept, qui était vrai. Mais si tu veux, je me suis un peu caché dessus au début parce que j'étais un peu timide. J'avais un peu honte aussi au début. Tu mets un concept en avant plutôt que de mettre ta personne. Mais moi, on me voyait pas, on croyait que j'existais pas même. D'accord. Il y a même un moment, une époque, au bout de 3-4 ans, ils disaient, mais Orlinski, il n'existe pas, c'est pas vrai, c'est un faux truc. Là, que je me montrais jamais, je faisais pas d'interview, etc. Il y avait un côté très secret, parce que j'ai pas envie d'aller au charbon, j'avais pas envie qu'on me voie, j'avais peur de m'exposer à ça. Donc, j'avais un concept devant moi, que je mettais en avant, qui existait, mais qui était mis en avant. Et après, mais je l'ai pas compris tout de suite, ça. Je l'ai compris après, ça. C'est pas moi que c'est pas tu l'as fait instinctivement et tu l'as expliqué plus tard. Et je l'ai compris après. Et après, il y a un moment, il fallait exister, il fallait sortir du chapeau, il fallait y aller, donc du tiroir, donc du placard. Je suis sorti et puis voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Le concept existe toujours, mais c'est plutôt l'idée à la base. Alors c'est une analyse que je fais maintenant, peut-être c'est pas ça, parce que je sais pas pourquoi j'ai fait Born Wild. Puis aussi, j'étais quand même décrié dès le départ. Quand au début, ça marchotait, ça dérangeait pas, mais dès que tu commençais un peu je me suis fait virer de la FIAC, enfin, dès que tu commençais un peu à prendre les plates-bandes des autres artistes ou des autres marchands, j'ai commencé à déranger, et là, j'ai commencé à prendre dans la tête. Donc même quand j'étais dans des réunions, des endroits, des réceptions, on me disait, tu fais de quoi? Je suis dans l'art et tout, mais je disais pas qui j'étais. Mon visage n'était pas connu comme aujourd'hui, donc je restais caché. J'assumais pas tellement, puisque je sais que j'étais pas reconnu par mes pairs, donc je n'avais pas envie non plus de dire, c'est moi, je suis pas reconnu. Enfin, j'avais pas peut-être les couilles pour le faire, hein, j'en sais rien. En tout cas, j'ai évolué. Et comment on est reconnu par les pairs finalement? Parfois, c'est jamais. Pas moi, donc, enfin, en tout cas, par les pairs. Les pairs parisiens. Parce que je veux dire, moi, je suis dans les grosses fondations aux États-Unis, je suis au Brésil, je suis en Russie, enfin, je suis dans le monde entier, si tu veux. Et en France surtout, parce que moi, je suis très soutenu par la France.
Pas par Paris, pas par ce milieu, mais par la France. Je suis dans des musées en province, je fais des choses avec des villes, avec des maires, avec des préfets, je fais des Et qu'est-ce que tu penses de Paris alors, qui est un petit peu différent? C'est pas Paris, en fait, c'est vraiment très peu de personnes, en fait. C'est un microcosme. Oui, c'est un petit peu, c'est peu de personnes. Mais moi, je sais même pas ce qu'ils font, je les connais pas, je m'en fous, en fait. Voilà, j'ai envie de dire. C'est eux, ils ont un truc, des fois, on me consacre 2 pages dans un Ça agace un petit peu, quand même. Franchement, non. C'est un peu gratuit, non? C'est gratuit. Voilà, mais bon, moi, je commence à m'y habituer, tu sais. J'ai eu un moment, il y a 2-3 ans, 2 pages dans Beaux-Arts, où ils me défoncent pendant 2 pages. J'aurais jamais été sinon dans Beaux-Arts. Je me dis, bon, pourquoi pas. C'est au début, mon avocat, oui, il s'attaque à toi, c'est pas vraiment ton œuvre, c'est diffamatoire, c'est machin, on va faire un procès. Je dis, non, on va rien faire. Il tire à combien d'exemplaires? Qu'est-ce que je vais leur donner de la publicité pour leur faire un procès? Ça va leur faire, ils vont faire, les gros types. Donc on a laissé ça, ils ont machin. Finalement, ça m'a donné de la visibilité auprès des lecteurs que j'aurais eu jamais. Et moi, je sais pas, la semaine d'après, j'ai fait Paris Match, on avait 800 000 ventes sur 10 000. Enfin, je veux dire, l'équilibre, voilà. Après, oui, Paris Match, c'est pas de l'art. Oui, bon, d'accord, je m'en fous. Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être proche du peuple. Moi, c'est le côté populaire, moi, qui m'intéresse. Donc, j'aime ce côté populaire, facile. Je suis proche. Aujourd'hui, je sais pas, je fais du meet and greet chez moi dans la galerie. T'as 1000 personnes là, qui viennent de Strasbourg, qui viennent de Martinique, qui viennent de Guadeloupe, rien que pour me faire une photo avec moi. Je suis même gêné de ça, tu vois. J'ai dit, mais bon, en tout cas, j'essaie de donner ce que je peux le maximum. Il y a un vrai lien de proximité. C'est ça qui m'intéresse. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est ça qui m'intéresse plus qu'autre chose. Mais ce que tu veux, c'est rester dans cette philosophie de avancer, s'y bousculer, mais continuer d'avancer malgré les doutes et la peur aussi. Il y aura toujours des gens qui veulent te détruire, qui veulent te truc parce que tu déranges, parce que, à la base, le succès dérange. Parce que c'est dans notre merveilleux pays, notre merveilleuse ville, il y a ce petit monde. D'ailleurs, on le voit, tu sais, il y a des rapports. Et j'avais lu un rapport de la Cour des comptes, c'était au Conseil d'État, je sais plus, il y a quelques années, où il décriait la France. On est le seul pays qui privilégie les artistes étrangers. Il y avait un article qui est sorti sur la FIAC où tu avais 75% d'artistes étrangers. Pareil pour les livres. Les livres, alors c'est que la même chose. tu vas en Chine, je veux dire, tu vas pas en trouver d'artistes autres que chinois. Ils soutiennent les Chinois, les Américains soutiennent, les Anglais soutiennent. Nous, on est le seul pays où on va, alors si t'es indien, chinois, d'ailleurs, ça me fait penser à un moment, je voulais justement, il y a une de mes galeries qui voulait exposer, pas moi, mais un autre artiste qui était un peu connu dans un grand out de l'art contemporain comme ça, et on lui a refusé, etc. Il a changé de nom. C'était un mec qui était pas connu, il a mis un nom chinois, ils ont pris l'artiste. Incroyable. Ouais. On n'est pas assez chauvin. On l'est pas du tout, regarde. Aujourd'hui, si c'est un drapeau français, c'est que t'es Front National. C'est vrai, t'es à l'extrême. Moi, même moi, j'ai cette réflexion, parce que j'ai un pote qui est owner d'un des plus gros groupes français dans un domaine, et je vais le voir dans son immense building, etc. Et je vois le drapeau français comme ça, je dis, c'est étonnant, non, mais je veux dire, oui, je veux dire, c'est quoi, il me dit, non, moi, je suis fier des Français, machin, etc. J'essaie d'inculquer à mes employés que c'est ça. Je dis, mais en France, tu sais, je vais expliquer parce qu'il est pas français. Je dis, enfin, il est français, mais il n'habite pas en France. Je dis, mais en France, tu sais que, c'est vu comme, c'est comme ça que c'est regardé. C'est une connotation. Et moi, quand je l'ai regardé, alors que je devrais pas, je me dis, ah oui, mais chez nous, les Américains, tu mets le drapeau partout, tu vas en Colombie, tu mets le drapeau, tu vois. Et nous, on est quand même un pays très particulier, quoi. On n'aime pas le drapeau. Enfin, c'est très, très particulier. Tu me parles de cette démarche de réussite, parce que la réussite, c'est important dans un être humain. Est-ce que tu pourrais estimer que Richard est une personne ambitieuse, dans le bon sens du terme? Oui, bien sûr. Il faut toujours se donner les moyens de ses ambitions. Voilà. Après, voilà, ou pas faire. Moi, je dis, si tu fais, faut être ambitieux, sinon c'est génial. Et ça vaut pas être faire. À 110%. Exactement. Être 110, 120, 130, 140, exactement. Ou ne pas faire. Parfois, j'ai des choses que je dis, écoute, ça, je vais pas le faire. Ouais. Je sais pas si on va être capable, donc j'ai mieux de pas le faire. Par contre, quand tu vas, il faut y aller, il faut t'investir, faut mettre tous les éléments, rassemblés dans un seul truc pour que ça fonctionne et que ça explose, quoi. Mais c'est vrai que c'est une grande force que tu as, c'est le focus complet. Quand tu es sur une tâche. Ouais, focus. Et tu peux être focus sur 10 tâches. On voit ici, t'es sur plein de dossiers, là, t'es vraiment focus. Et encore une fois, je répète, c'est pas moi, c'est les équipes, parce qu'on est une équipe, et aujourd'hui, je dis, Orlinski. Mais c'est parce que t'arrives à être focus aussi. Oui. Qu'elles peuvent te mettre d'un point à un autre. Complètement. T'as un pouvoir de concentration, je veux dire, qui est pas si simple pour un artiste. Que je transmets, que je fédère. Parce qu'aujourd'hui, quand je te dis. T'es un joueur d'équipe. Exactement. Tout est fait en équipe. Parce qu'on est beaucoup plus fort en équipe. C'est-à-dire que moi, s'il y a quelqu'un dans mes ateliers, il dit, tiens, je pensais à faire ça, etc., je peux dire, non, c'est de la merde, c'est moi qui décide. Ouais, c'est une bonne idée, ou pourquoi pas. Et même quand moi je fais des trucs, il me dit, tu veux faire ça? Franchement, j'y crois pas. Je leur dis, tu as peut-être raison. Même les fans, ils me donnent des conseils. Ils vont me dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Et parfois, je les écoute. Je dis, ouais, regarde, on me l'a demandé, c'est con. Je suis à l'écoute. Donc c'est pour ça que tu parles d'ego, mais j'ai pas d'ego par rapport à ça. Parce qu'un artiste, il pourrait dire, ah non, mais moi, je m'en fous. Et je le dis, je reconnais, tiens, ça, c'est Laurent Baffy l'idée, c'est pas moi. Voilà. Le Kong penseur, c'est lui qui devrait faire un Kong penseur. J'adore, honnêtement. Ça, c'est Laurent Baffy. C'est l'idée, j'ai zéro idée là-dedans. Son idée, c'est là. Je dis, bon, tu crois que ça va fonctionner, etc. Il me dit, bon, je vais déjà le faire pour toi, après on verra. Mais ça, voilà, c'est la création, c'est Laurent Baffy. Enfin, pas dans le design, mais en tout cas, dans l'idée de faire le Kong penseur, c'est lui, 100%. Il n'y a pas 1% de moi. C'est quoi la définition de la réussite pour Richard? C'est la liberté.
C'est être libre de faire, c'est être libre, c'est que la liberté, le reste on s'en fout, c'est pas amasser du pognon, l'idée c'est vraiment de pouvoir être libre, d'avoir à faire ce que tu as envie de faire et de pouvoir entreprendre beaucoup. Moi ça me permet d'entreprendre plein de projets. C'est des projets qui sont nourrissants. J'ai l'impression qu'on a une vie et qu'il faut l'utiliser au maximum et de pouvoir justement réaliser des projets. Quand tu regardes, tu dis putain, j'ai quand même fait tout ça, t'arrêtes un jour, tu dis, c'est cool, j'ai fait ça. C'est incroyable. Voilà. Il est infatigable. Non, fatigable. Infatigable. Est-ce que tu accepterais de regarder la caméra et de nous dire quelle est, tu étais bien placé pour le dire d'ailleurs, quelle est ta définition, Richard, de vivre une vie à 110%? Vivre une vie à 110%, je pense que c'est juste vivre la vie comme on devrait la vivre, parce qu'il faut se fixer des ambitions, il faut se fixer des targets, des goals. Le respect est très important. Le travail, le respect, l'ambition, c'est vrai que c'est des choses importantes. Savoir aussi effectivement donner. Il faut donner pour recevoir. C'est que en fait, c'est plein de petits, on va dire, mantras. Je pense qu'il faut respecter et qui fait que tu peux vivre ta vie à 110%. Mais il y a plein de petits éléments. C'est comme un espèce de squelette où il faut mettre toutes les petites pièces, parce que si tu as juste un truc ça marche pas. Donc il faut bien construire la base. Et si la base est bien construite, après tu peux avancer et faire plein de choses sympathiques. Là, on vient de faire le face-à-face. On va faire maintenant le dos-à-dos coaching. Tu es prêt? Ouais. On y va. Sur une échelle de 1 à 10, Richard, 10 étant le maximum, quel est ton degré de bonheur aujourd'hui? 17. Et comment tu fais pour être à 17? Ah, c'est beaucoup de travail. C'est du travail quotidien. Chaque minute, chaque heure, je travaille. Ton plus grand regret? J'ai l'impression, mais je pense que là, c'est pas justifié, mais j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps. En fait, j'ai une période de ma vie où j'étais oisif, en tout cas, où je me suis pas donné dans des choses qui me plaisaient. Mais finalement, avec le recul, je me dis que c'était la maturité qui me manquait pour y arriver, donc je peux pas le regretter. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Mes enfants. Ta plus grande réussite? Mes enfants. Ta plus grande peur? La mort. Ce que tu détestes le plus? La mort. Ton pire ennemi? J'en ai pas. Un don de la nature que tu aimerais avoir? J'aimerais avoir une voix. Imaginons le jeu suivant. Tu es face à Richard, il a 10 ans, mais c'est toi qui parles maintenant, plus âgé. Si tu devais lui parler maintenant, tu lui dirais quoi au petit Richard à 10 ans? Crois en tes rêves. Si on devait finir ces phrases, la vie c'est? Pas un long fleuve tranquille. Les gens sont? Méchants. Ah, wow. Le bonheur c'est? La liberté. Je suis? Je suis citoyen du monde. Ouais. Si tu t'adressais à la caméra maintenant pour t'adresser à des milliers de gens qui vont te voir, des dizaines de milliers de personnes qui sont dans un creux de vague, à qui on a dit c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Je t'ai raconté mon histoire aussi tout à l'heure. Quand j'ai commencé à implanter, notamment en Europe, les plus grands événements de coaching comme ça, avec des milliers de personnes, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui sont prêts à abandonner? Croyez en vos rêves. La réponse est en vous, il faut y croire, il faut écouter. Les conseils, c'est bien, mais c'est à vous d'avoir le final cut. Et rien n'est impossible. Il suffit juste de le vouloir très très fort et de se donner les moyens d'y arriver, et c'est possible. Merci Richard, à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez autant aimé que nous cette vidéo pour retirer peut-être quelques informations, des stratégies, des idées implémentées dans votre vie personnelle comme professionnelle. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire pour savoir comment mieux vous aider, vous accompagner, quel est le contenu que je dois poster chaque semaine encore pour répondre à vos attentes et aussi pour mieux comprendre dans quel défi de croissance vous êtes en ce moment. Vous savez, à l'époque, on pouvait se former une fois tous les 2 ans, ça allait très bien. Une fois par an, parfait. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé que tous les 6 mois, tous les 30 jours, il se passe un événement. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux ou rien que, et vous, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, les funnels de vente, la programmation des publicités, le targeting des clients. Mais tout a changé complètement. Et dans sa vie privée, mais le bouleversement total. Combien d'employés quittent leur travail par milliers chaque jour parce que leur job ne fait plus aucun sens? Combien d'entre eux envisagent une réorientation, une reconversion sans savoir exactement comment s'y prendre? C'est la catastrophe en ce moment, le nombre de gens qui improvisent. La plupart des gens s'engagent dans un nouveau voyage, où souvent ils en ont tellement ras-le-bol, ils claquent la porte. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode pour prendre du recul. Et c'est exactement ce que je te propose de faire. Je t'offre maintenant un livret digital qui va considérablement justement t'aider, notamment dans les soft skills, la confiance en soi notamment, et comment voir grand, mais aussi y aller par étapes. Clique sur le lien ici, il est gratuit, c'est immédiat et j'espère que ce livret digital pourra répondre à tes attentes pour commencer ce voyage vers peut-être une nouvelle direction pour toi.